Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, Issa Chiroma Bakari, désigné candidat consensuel de l'opposition par un groupe. Le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun à l'élection présidentielle de 2025 a été investi par le groupe de Douala, agissant sous la bannière de l'Union pour le changement 2025. Anissé Kane et Djekam Tchameni en ont pris la décision le 13 septembre dernier, présentant l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle comme le seul des 11 candidats de l'opposition à avoir accepté sans hésitation leurs conditions. Malgré la présentation de son porte-étendard, l'Union pour le changement 2025 affirme rester ouverte à une collaboration avec tout candidat retenu ou exclu par le Conseil constitutionnel qui serait favorable à une mutualisation des énergies. Toutefois, depuis cette annonce, le choix et la démarche du collectif font l'objet de vives critiques. Plusieurs candidats à l'élection et leaders de partis politiques de l'opposition dénoncent vigoureusement cette désignation unilatérale d'un candidat dit consensuel par le groupe de Djekam Tchameni et Anissé Kane. Question, peut-on vraiment parler d'un candidat consensuel lorsque la désignation est rejetée et critiquée par une grande partie des autres prétendants et leaders de l'opposition? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. En ouverture, 27 jours avant le scrutin présidentiel, l'administration territoriale rassure. À ce jour, le taux de préparation de l'élection est estimé à 85% selon le ministre Paul Atangandji. Le membre du gouvernement s'exprimait à ce sujet lors d'une réunion de sécurité avec les autorités administratives de la région du centre. Le ministre Paul Atangandji fait le point dans cet extrait que je vous invite à suivre, un extrait capté par Sébastien Oyébé. Last week I met with the president of the board of ELECAM as well as the general manager for an evaluation of the process. For all indications and information given by these personalities of ELECAM, we can ascertain that as for now the process is moving on very, very well. And we can ascertain that at 85%, most of what should have been done to guarantee a good and free, fair elections have been done already. It's important to reiterate esteemed instructions of President Paul Biya that the elections must be carried out peacefully. So it's important for us to put in place all the proper mechanisms to accompany elections, which remains an independent body in charge of the organization of the presidential elections. Et avant la tenue de cette élection présidentielle, les jeunes des zones rurales peinent à récupérer leur carte d'électeur. Occupés par des activités champêtres, plusieurs d'entre eux, après s'être inscrits, ignorent ou retiré leur carte. C'est d'ailleurs le cas en Koltomo 2, un village situé à quelques kilomètres d'Obala, dans la région du centre. Notre équipe a rencontré des jeunes sensibilisés sur l'importance du retrait de leur carte d'électeur et de la participation au vote du 12 octobre prochain, une initiative de l'élite locale à l'occasion de la finale du championnat de vacances organisé par le curé de la paroisse de Nkoltomo 2. Le reportage de Sébastien Oyébé. À moins de mois de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, le nombre de jeunes du village Nkoltomo 2, situé à quelques kilomètres de Bala, dans la région du centre, ne sont toujours pas en possession de leur carte d'électeur. Certains affirment ne pas savoir où ni comment procéder pour le retrait de cette pièce indispensable à la participation au scrutin. Je suis inscrit depuis, ça fait peut-être 8 mois. Bon, ma carte n'est jamais sortie. Je sais qu'elle va aller chercher où. Vous devez nous aider. Quand vous me demandez d'aller chercher, je sais qu'elle va voir ça où. Dans le village voisin, le constat est similaire. À ici, un autre jeune rencontré sur place explique que malgré l'adhésion massive de sa communauté au parti au pouvoir, aucun habitant n'a encore récupéré sa carte d'électeur. Le village,
Le vote, c'est dans quelques jours. Pas de carte électeur. On veut les cartes électeurs. Tout mon village est dans le RDPC. Face à cette situation, l'élite locale a profité de la finale du championnat de vacances pour sensibiliser la jeunesse sur l'importance de retirer les cartes d'électeurs et de se rendre aux urnes le jour du vote. Il va de soi qu'en tant que fils de ce village, que nous accompagnons nos jeunes frères. La jeunesse d'Nkoltomo 2 a toujours été aux côtés du président de la République. Et là, nos parents ont toujours été fidèles au président de la République et nous lui assurons encore de notre soutien indéfectible et de notre attachement. Nous ne faisons pas la politique, mais nous encourageons les chrétiens à être de bons citoyens, jeunes, adultes, de remplir leurs devoirs citoyens. L'édition 2025 de cette compétition sportive a vu la victoire de l'équipe Trésor, sacrée championne. Alors que la campagne électorale s'annonce, la lenteur observée dans le retrait des cartes d'électeurs dans plusieurs localités, à l'image d'Nkoltomo 2 et de ses environs, soulève des interrogations. Certains observateurs s'inquiètent sur la réelle implication de la jeunesse dans la vie politique. Et dans la perspective de la tenue de l'élection présidentielle, l'ambiance était tendue ce lundi. Au siège de l'UNDP à Yaoundé, des militants ont bloqué l'accès au docteur Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement et cadre du parti, accusé de rester un pion du régime s'il ne démissionne pas du gouvernement dans la foulée. Le point de presse prévu par le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a été décalé à son domicile de Bastos. Bello Bouba Maïgari a réaffirmé que sa propre démission était une décision personnelle et qu'il n'avait jamais demandé à un camarade d'en faire autant. Le candidat à l'élection présidentielle a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une candidature consensuelle de l'opposition et se dit disposé à rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, y compris ceux exclus du processus par le Conseil constitutionnel. Bello Bouba Maïgari réagit au micro de Julien Bapungi. Je n'ai jamais demandé à un camarade de démissionner. C'est ma démission qui est importante. Et voilà mon camarade dont vous parlez, le ministre Nana. Il est là, il a toujours été là pour me soutenir. C'est la chose qui est importante pour moi. Le candidat Issa Chiroma. S'il le veut même maintenant, je suis prêt à le rencontrer. La position prise par un groupe qui n'avait aucun rôle dans ce processus après la décision du Conseil constitutionnel ne peut pas être un empêchement pour lui, s'il veut, de me rencontrer et de discuter. Maurice Kamso, je l'ai rencontré. Il n'est pas impossible que nous nous rencontrions ou bien qu'il prenne la parole pour dire quelle est sa position dans le processus. À Fumban, dans le département du Noun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se prépare pour une meilleure campagne électorale. La commission départementale de campagne s'est réunie samedi dernier pour mieux peaufiner ses stratégies. Une réunion en présence des responsables des commissions communales de campagne et les leaders des 9 arrondissements du département du Noun. Plus de précisions avec Sidik Djingou, notre correspondant à Fumban. Pour mieux assurer la victoire de leur champion le 12 octobre prochain, l'équipe de campagne du RDPC pour le département du Noun, dirigée par le ministre Joël Zakariaou, mise sur une campagne de proximité. Une réunion préparatoire à cet effet s'est tenue ce samedi 13 septembre 2025 à Fumban. Que cette campagne soit une campagne de rassemblement, une campagne de persuasion, une campagne moderne, une campagne de contact. Une campagne de contact qui voudrait que tous mettent en exergue l'approche de la campagne de proximité, qui voudrait que chacun sur le terrain puisse ratisser l'âge afin que nos électeurs puissent pouvoir être assurés à aller le 12 octobre, donner leur voix, donner leur vote à notre candidat, son Excellence Paul Biya. Lors de cette même réunion, les membres de la commission départementale de campagne, ceux des commissions communales et responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais des 9 arrondissements du département du Noun ont parlé d'une seule voix afin que les militants plébiscitent sérénement le président Paul Biya le 12 octobre prochain. Il était aussi question
de demander à l'ensemble des camarades militantes et militants de se tenir en rang serré derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour lui garantir une victoire éclatante le 12 octobre 2025 à l'élection présidentielle. Avec cette équipe soudée, amenée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, la campagne électorale sera menée dans tous les coins et recoins du département du Noun. Dans le reste de l'actualité, les chefs traditionnels de la région du Nord-Ouest outillés pour l'application stricte du décret portant création de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Ces derniers ont récemment pris part à un atelier de 3 jours organisé à Bamenda par la Northwest Regional Assembly pour le président de la House of Chiefs de la région. Cette rencontre axée sur la paix, la préservation du patrimoine et la gouvernance arrive à point nommé car jusqu'ici, la quasi-totalité des FON ne maîtrisait pas le décret régissant le fonctionnement des chefferies traditionnelles au Cameroun. Yakoum Kevin, président de la Northwest House of Chiefs, est au micro de notre correspondant Gérard Ngué. It is very, very important for traditional rulers to master this document, the decree instituting the traditional chieftaincy in place in Cameroon, because this decree gives the responsibility, it outlines clearly what the traditional rulers should expect from the state and what the state expects from the traditional ruler. You will bear with me that many of our traditional rulers today, after their enthronement, do not even know that a text like that exists. So it was necessary for us to bring this text to their knowledge. That is why they have copies of the text in their brochures for the workshop. So probably it will be very important for them to master it, because in the days ahead, we have witnessed the creation of some fondoms in some first and second class fondoms. They need to master the text. Et toujours dans la région du Nord-Ouest, au moins 4 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés ces dernières 48 heures. À Batibo, dans le département de la Momo, l'explosion d'un engin artisanal a fait des victimes parmi les civils. À Bamenda, dans le département de la Mézame, des combattants séparatistes ont incendié plusieurs espaces publics. Nous faisons le point avec Fondre Marquez. In the past 48 hours in the Momo and Mezam divisions of the Northwest region, there has been an uneasy calm following a series of violent incidents in Malfonkwen. The lifeless body of a man lying in a pool of blood was discovered on the ground beside a burnt car. In a separate incident around Sacred Heart College, Mancon, the corpse of another man was found with bullet wounds. In Mile 5, a motorbike was set ablaze allegedly by suspected separatist fighters who are fighting to enforce a prolonged lockdown aimed at boycotting school resumption and the 2025 presidential election. God, don't let me carry your bomba. Yes. In Batibo, Momo Division, an improvised explosive device reportedly detonated in a local Banye police station. In an amateur video shared online, the locally made explosive killed at least one person and decapitated several others, especially civilians. While elements of the Rapid Intervention Battalion B were present to rescue the victims, some of the affected persons cried in pain after realizing their legs had been shattered by the improvised explosive. Jesus, sister! So far, local sources say one person has died, while others are nursing injuries in a medical facility in Batibo. No group has claimed responsibility for the recent violence, but fingers have been pointed at separatists who are enforcing a prolonged lockdown. These incidents of violence are occurring 30 days before the presidential election, in which those in the Anglophone regions are expected to cast their ballots.
Dans la région de l'Ouest Cameroun, la ville de Bafoussam se dote d'un nouveau dispositif d'éclairage solaire pour améliorer la sécurité nocturne. Après l'éclairage des grands axes du 2e et 3e arrondissement, 24 lampadaires solaires ont été installés dans le 1er arrondissement de la ville, siège des institutions régionales. Au-delà de l'attractivité que gagne le chef-lieu du département de la MIFI, cette initiative va mettre les populations à l'abri des agressions. Le reportage de Franck Roch-Tassonquin. Ça lutte contre l'insécurité, le banditisme. Et nous aussi, quand nous roulons dans les heures tardives, on voit de loin. La ville de Bafoussam connaît une transformation progressive avec l'installation des lampadaires solaires le long de ses principales artères. L'axe reliant l'hôtel de ville au carrefour Madelon est désormais éclairé grâce aux lampadaires rechargeables aux rayons du soleil. Pour l'éclairage de Bafoussam, vraiment, il y a eu un changement, un grand changement par rapport aux années antérieures. Il y a eu un grand changement. Là, ça part, ici, part du rond-point. Quel rond-point? Rond-point Béac, rond-point Finance, jusqu'à Afrique Construction. Ce qui est bon, ce qui est clair déjà. Du côté d'en bas, ça part du feu rouge jusqu'à milieu rural. Au-delà de son attractivité, cette initiative vise à améliorer la sécurité nocturne en offrant une visibilité optimale aux usagers de la route. Au départ, quand on est arrivé à Bafoussam, parce que moi je suis nouveau à Bafoussam, quand on est arrivé c'était obscur partout. Et maintenant ça commence à s'améliorer. Vous voyez, l'axe là, ça commence déjà à être éclairé. Bon, on espère que les autres axes vont être éclairés. Bon, c'est que la ville soit éclairée, parce que quand il y a l'obscurité dans la ville comme ça, c'est un danger. Nous-mêmes qui circulons comme ça, par exemple, je rentre du travail, je suis en train de marcher à pied, c'est un danger pour moi. Parce que quand la ville est obscure, les gens peuvent se cacher facilement pour faire du mal aux autres. D'après le chef du service des énergies départementales de la MIFI, l'éclairage solaire public est une initiative économique pour la communauté urbaine de Bafoussam. Et là, il a été question de positionner 24 lampadaires solaires, 23 double cross et un simple cross. Les caractéristiques des lampadaires sont de 100 watts pour les lampes, les plaques de 180 watts crête. Puis actuellement, les lampadaires, comme vous les voyez, ils sont faits en double cross, c'est-à-dire deux bras. C'est-à-dire qu'ils éclairent les deux pans de la route. Comme pour ces projets est premièrement économique dans le contexte où la CEB n'aura pas de facture à payer auprès des néos. Initié par Roger Tafam, maire de la communauté urbaine de Bafoussam, à ce jour, plusieurs axes stratégiques de la ville brillent de mille feux. Présidentielle 2025, un candidat peut-il coaliser avec lui-même ou faire son consensus politique autour de sa personne sans ses concurrents de l'opposition, mais plutôt avec des organisations de la société civile sans pouvoir en citer quelques-unes? Cette question, l'opinion se la pose au moment où l'Union pour le changement a présenté publiquement Issa Chiroma Bakari en candidat consensuel à plébisciter le 12 octobre prochain. La recherche d'un candidat consensuel de l'opposition a-t-elle réussi ou alors l'Union pour le changement a juste trouvé une voie de sortie pour masquer son cuisant échec dans la mission qu'elle s'était donnée? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Des théories pratiques de coalition et de consensus annoncées pour la présidentielle du 12 octobre. L'opinion nationale et les électeurs camerounais ont presque déjà tout entendu et tout vu avant et après la convocation du corps électoral. Groupe de Douala, rencontre de Fumban, Alliance politique pour le changement, Alliance pour la transition politique et enfin Union pour le changement. Seulement, de toutes ces initiatives louables et pleines de volonté de faire bouger les lignes pour une alternance au sommet de l'État, la montagne a juste accouché d'une souris jusqu'à ce jour.
avec un candidat Issa Chiroma Bakari du FSNC, présenté comme consensuel, sans consensus véritable, d'au moins d'un des 10 autres concurrents dans la course au Palais de l'Unité. Ce choix et cette présentation publique de l'ancien membre du gouvernement en candidat consensuel ne remettent-ils pas finalement en cause tout le sens originel et étymologique de la notion de consensus ou coalition? Quels en sont donc les critères au fondement de cette mise ensemble forcée, ne rapprochant nullement les acteurs de premier plan des autres candidats à la présidentielle? Si coaliser, c'est par excellence s'entendre et s'unir contre quelqu'un, censé être ici pour le cas d'espèce le président sortant Paul Biya. Si faire un consensus, c'est mettre ensemble des partis visant le même objectif, peut-on parler de coalition de consensus valable sans qu'au moins 2 ou 3, voire plus de la moitié des 11 candidats ne parlent le même langage pour atteindre le même objectif? Si d'aucuns brandissent l'option que la coalition et le consensus se font avec des organisations de la société civile, des partis politiques sans candidats en lice, une évidence coule bien de bonnes sources. Chacun des 11 candidats de l'opposition ne demandera point à ses militants et sympathisants de voter pour un concurrent le 12 octobre prochain. Au sens de la définition et même la perception de l'Union pour le changement, consensus et coalition se ferait-il donc à l'exclusion des autres candidats de l'opposition et leurs militants, qui représentent quand même un poids électoral considérable? Ou alors, les 10 autres prétendants et leurs milliers de partisans ne représentent rien? Même si le cuisant échec de coalition et de consensus crève la vue, tout le mérite est pour ses initiateurs, Anissé Ekane, Cyril Sambaka et tous les autres, d'avoir essayé. Le Cameroun étant certainement un continent, il n'est pas exclu de voir un candidat à l'élection présidentielle coaliser avec lui-même et faire aussi seul le consensus politique autour de sa personne, sans quelques-uns de ses challengers, ni même un des 79 recalés de départ, pour faire face à un adversaire commun. Certains membres de l'Union pour le changement clament avoir une 50aine d'organisations et de partis politiques, sans jamais pouvoir en citer, du moins à 27 jours du scrutin très attendu. Et il semble bien risqué d'affirmer qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. L'ordre de l'impossible pour les autres étant bien possible pour les Camerounais. Il n'est donc pas à exclure que tout pourrait se jouer à la dernière minute pour l'opposition, sans toutefois ignorer que même sans candidat consensuel, les électeurs ont le dernier mot pour déjouer tous les pronostics possibles au soir du 12 octobre. Jean-Paul Chouniat, bienvenue à tous dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Radio Balafon également, sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook. Vous pouvez nous suivre à travers le 515 et le 922 du bouquet Canal+. On parle ce soir du jeu des coalitions en marge de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nous sommes à 27 jours du scrutin et le groupe de Fumba de Douala a officiellement présenté son candidat consensuel le week-end dernier, samedi 13 septembre. D'ailleurs, c'était annoncé. Justement, on a un représentant du groupe de Douala, Paul Eyoum. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Claude Mario, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs et aux personnes ici présentes. Je voudrais juste apporter une modification. Oui. Ce n'est pas le groupe de Douala qui a présenté son candidat. L'Union pour le changement 2025, merci. Mais c'est une initiative du groupe de Douala. On est d'accord? Non. Au-delà, bon, même si on n'est pas... Je vous en dirai plus au cours du débat. D'accord. Au-delà de représenter, de porter la voix du groupe de Douala ce soir, vous êtes le secrétaire national en charge du suivi, du contrôle et de l'évaluation à l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Tout à fait. Bienvenue une fois de plus. Arfanou Bombo est également avec nous ce soir, membre du bureau exécutif de l'UDC. Arfanou, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je profite de cet urbain pour dire bonsoir à l'honorable Tomaïnon Damjia qui est en Europe dans le cadre de discuter avec la diaspora et présenter sa vision. C'était un honneur d'être ici. Dr Barrister Kamwa Limen est également avec nous, membre de la société civile, avocat au barreau du Cameroun. Barrister, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec un grand plaisir d'honorer votre invitation et je suis prêt à contribuer pour l'avancement de ce pays. Roland Tapi, éditorialiste chez Balafon Média, bonsoir. Bonsoir Claude. Alors, Paul Eyoum, vous nous disiez tout à l'heure que ce n'est pas le groupe de Douala qui a désigné son candidat consensuel, c'est l'Union pour le changement. La différence entre les deux, pour commencer? Déjà, les images, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Vous connaissez tous qu'à l'initiative du groupe de Douala, il y avait le président Sambaka, le président Ekane et Limbilobé.
Ensuite, Elie Lobe, il a été, entre guillemets, mis à l'écart. Abayono est venu, il est sorti. Les raisons pour lesquelles Anissé Kane a exclu Abayono, estimant qu'il avait apporté son soutien à Moïse Kamto lors du meeting de Paris. Lui-même, Anissé Kane est allé investir Kamto avec le Manidem. Il est sorti du groupe de Douala. Après les débats avec Kamto, il dit qu'il revient et après il dit qu'il va avec Chiroma. Donc, c'est une espèce de méli-mélo. Et entre-temps, il y a Jokam Tchameni aussi qui s'est ajouté. Donc, ils ont pris la décision tous les deux de soutenir Chiroma, décision à laquelle M. Séré Sambaka s'est désolidarisé dès le premier jour parce qu'il a dit déjà premièrement, le groupe de Douala n'avait pas pour initiative d'investir un candidat, ni de soutenir un candidat, mais d'amener les candidats à discuter ensemble et de soutenir le candidat qui aura été choisi par les candidats. Or, vous voyez très bien que Anissé Kane et Ndiou Kantchameni, ils ont choisi de soutenir un candidat et non l'initiative et non de suivre l'objectif qui était de faire asseoir les candidats et de suivre le candidat qui est désigné par les candidats eux-mêmes. Et je trouve que dans la communication qui est faite actuellement, il y a un lapsus. Les gens parlent de coalition de Chiroma. La coalition, on ne peut pas parler de coalition quand vous êtes un candidat. Vous ne pouvez pas finir faire la coalition avec moi qui ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je suis votre soutien, je ne suis pas une coalition. La coalition se fait avec des candidats. Donc pour l'instant, Issa Chiroma a des soutiens qui sont Jokam Tchameni, Anissé Kane. Ce n'est pas le groupe de Douala qui soutient Chiroma, c'est Jokam Tchameni et Anissé Kane. Entre autres, l'Union pour le changement 2025. C'est justement pour ça qu'ils ont utilisé cette formule-là. Voilà. Merci Paul Eyoum. Afan Mbombo, on sait que le groupe de Fumban a initié une démarche similaire à celle de l'Union pour le changement, la démarche visant à désigner un candidat consensuel en vue de l'élection qui se prépare. Aujourd'hui, on a Issa Chiroma Bakary qui est désigné, qui est porté par l'Union pour le changement. On se souvient quand même qu'il y a eu des concertations initiées ou menées par des représentants du groupe de Fumban. On a vu à travers les images, dans les reportages, Akeremouna discuter avec Issa Chiroma Bakary, une démarche menée au nom du groupe de Fumban. Aujourd'hui, Issa Chiroma Bakary désigné par un groupe. Pourtant, le groupe de Fumban travaille encore. Est-ce que ça a un impact sur votre travail à vous? Ça n'a aucun impact sur la dynamique de Fumban. Vous savez, il n'y a pas de consensus sans véritable acteur. Alors, ceux qui ont pris sur eux de désigner un candidat consensuel, ont-ils la légitimité et la considération des leaders concernés? Puisqu'à la base, il faudrait que les 11 candidats qui sont, candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire s'accordent. Bon, maintenant, on est en train de voir que l'initiative portée par le grand frère Anissé Kane n'est pas utile. Parce que il faudrait quand même que les 11 candidats, c'est-à-dire, lui donnent cette considération, c'est-à-dire cette qualité de médiateur. Alors, donc nous sommes en train de constater que, comme disait mon Paul Eyoum, que bon, c'est un soutien. C'est-à-dire, M. Tchameni et M. Anissé Kane sont plutôt de soutien, ils ne sont pas la coalition. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, dans la coalition. Alors, maintenant, quand on parle d'un candidat consensuel, ça suppose que les acteurs se sont assis et dans la perspective de l'élection présidentielle et ont regardé ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire en termes d'idéologie et de programme. Au sorti de là, on fait un programme, c'est-à-dire commun et consensuel. Et par la suite, on désigner celui-là qui va porter, c'est-à-dire ce projet. Vous dites que la coalition, en tout cas le groupe Jokam Tchameni, Anissé Kane n'est pas valable parce qu'il faut que le candidat consensuel soit porté par une coalition. En quoi est-ce que ce groupe-là ne peut être considéré comme une coalition? Ce sont quand même deux hommes, deux personnalités
qui ont plus ou moins l'expérience des élections au Cameroun, même si leurs partis politiques ou leurs formations ne sont pas engagés pour cette élection présidentielle. Mais au regard de ce qui se dit sur la place publique, les journaux, donc, si vous avez vu le groupe de Douala, ne pas être d'accord, parce que le groupe de Douala était d'abord, c'est-à-dire le premier groupe auquel le grand frère Nissé Kane appartenait. Bon, si M. Siri Sambaka, c'est-à-dire, ne se reconnaît pas, c'est parce qu'à la base, tout est fait dans la précipitation. Et ça ne respecte même pas, c'est-à-dire l'objectivité d'un consensus. On ne va jamais parler du consensus quand les acteurs ne sont pas, c'est-à-dire impliqués dans ce consensus. Vous voyez que si au moins il y avait eu même 6 candidats sur les 11, quand je dis 11, 11 de l'opposition. 11 de l'opposition, c'est que ça devait avoir, c'est-à-dire, un impact positif. Bon, maintenant, c'est très compliqué parce que déjà, pour qu'on nous présente, pour qu'on présente un candidat consensuel, je parle, c'est-à-dire du groupe de Fumban. On va revenir sur les critères du groupe de Fumban tout à l'heure, afin de vous permettez. Barrister Limene, Issa Chiroma Bakari est le candidat consensuel désigné par l'Union pour le changement. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, fait problème? C'est la démarche qui a conduit à sa désignation ou c'est le profil du candidat lui-même? Je commence d'abord à dire que l'idée, l'entente des Camerounais est celle d'avoir un candidat consensuel. Voilà l'entente des Camerounais. Et toutes ces personnes qui œuvrent pour avoir ces résultats, moi je les félicite. Mais je crois que, comme c'est dans notre habitude au Cameroun qu'on a constaté que peut-être on branche des maisons d'abord avant de chercher là où on va trouver le courant pour alimenter des maisons, on est en train de faire des choses en désordre. En désordre. Et c'est atypique de notre société. Regarde, pour trouver un candidat consensuel est tellement simple que je ne sais pas si c'est égoïsme, si c'est... Je ne sais pas. En quoi est-ce que c'est aussi simple? C'est simple parce que j'ai eu à proposer quelque chose assez simple. Il y a combien de candidats? 12. Si je ne me trompe pas. 12. Que le 12 viennent ensemble. 12 candidats, 11 de l'opposition. 11 oppositions. Si le 11 vient, on vote entre eux. J'ai dit entre eux. On commence d'abord par l'idée, ça sera un gouvernement de transition. Sur la base d'un protocole d'accord, on s'est dit, on prend premier 4 ans, n'est-ce pas? On crée des institutions, pas des institutions telles qu'on connaît. On enlève des amis de classe, on remplace avec des personnes qui sont crédibles. On fait l'assemblée qui sera une assemblée qui répondent à l'aspiration des Camerounaises, n'est-ce pas? Et maintenant, on fait, comme je dis, un protocole d'accord. Toi, tu seras Premier ministre. Ça, tu seras... Ça, en cas de victoire. Oui, en cas de victoire. Et maintenant, on passe par vote. Cet candidat, premier candidat, sur le 10 qui reste, combien de personnes valident? Si là où il y a un candidat que même 3 personnes valident, il faudrait qu'on enterre cet égoïsme. Mais on le fait lorsque tous les candidats acceptent de s'asseoir autour de la même table. Je vais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais des candidats pour cette élection ont montré qu'ils avaient le choix. Non, j'ai dit aux candidats qui viennent pour cette élection qu'ils n'ont pas le choix. Le peuple camerounais compte sur eux. Et je crois que c'est le moment qu'il faut arrêter de penser que mon idéologie est différente pour celle-ci. Non, nous avons un seul but. L'idéologie de RDPC, du président Paul Biya, ne correspond pas à notre idéologie. Donc, n'importe quelle idéologie est souhaitable. Donc, qu'on crée d'abord un gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition va créer des institutions fiables et stables
Et à ce moment-là, on peut faire de véritables élections. Quand je dis qu'ils n'ont pas le choix, c'est bien vrai qu'ils n'ont pas le choix parce que le peuple camerounais est déçu. Le peuple camerounais attend. Je vais vous dire, c'est plus un secret. Si pas en rang dispersé, la majorité entre eux va avoir peut-être 4 ou 5%. Je vous dis la vérité. Parce que la plupart des personnes ne vont pas voter. Comment ça? Les gens vont aller voter quoi? Quand on vous dit qu'il faut réunir, n'est-ce pas? Il faut venir ensemble pour que nous trouvions un candidat, que nous tous, on peut aller derrière ce candidat. Vous venez en rang dispersé, les gens vont dire, je n'ai pas le temps pour perdre. Mais des Camerounais, certains ont des favoris. Regarde, mais ces favoris, regarde, nous avons un système en place, Il faut déloger ce système. Et il faut une force qui est assez fort pour les déloger. Et une seule personne parmi eux tous là, je ne vois pas. Issa Chirouma ne peut pas dire on ne peut pas prétendre qu'il fait l'unanimité parce que beaucoup de personnes, on connaît comment ils traversent, ils quittent un côté de tapis, ils renversent sur l'autre partie de tapis. On connaît Bouba Bello lui-même, il est déjà, quand on parle de l'âge, il est déjà à un âge aussi avancé. Donc quand vous regardez tous ces candidats, ils ont quelque chose que, quand vous regardez, vous dites non, ça là ne peut pas, il ne fait pas un consensus de personnes, tout le monde ne va pas adhérer. Donc, c'est tellement simple. Des Camerounais attendent un seul candidat. Une candidature consensuelle. Et pas plusieurs. Pas plusieurs. Merci. Et donc, s'il vous plaît, enterrez votre vision de devenir président que vous n'allez pas, si vous partez en rang dispersé. Concertez-vous, 11, et faites une mini-élection et choisissez un candidat qui peut nous représenter. Roland Tsapi, lors de sa prise de parole samedi, au moment de sa présentation, en tant que candidat consensuel, Issa Chirouma Bakary a dit incarner l'espoir et la réconciliation. Au regard de son procédé de désignation, au regard de son parcours politique et son passé dans le gouvernement, c'est un atout ou c'est un handicap? Claude, pardon. Avant de voir si c'est un atout ou un handicap pour Issa Chirouma, il faut d'abord qu'on s'entende sur un minimum de choses, de principes. Quand on parle de consensus, cela suppose quoi? Qu'il y a plusieurs parties prenantes. Je ne dis pas plusieurs partis politiques. Plusieurs parties prenantes, plusieurs personnes, plusieurs groupes qui se mettent ensemble pour obtenir quelque chose de commun qui regroupe, bien qui réunisse tout le monde. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Je le dis parce que si on n'a pas bien compris ce concept, on va se fourvoyer après. Je m'explique davantage pour dire que là où on est, il y a Issa Chirouma qui est désormais désigné comme un candidat consensuel. Mais il faut bien se poser la question, consensus entre qui et qui? Issa Chirouma a un consensus entre lui et un groupe de soutien qui sont constitués et des partis politiques et des associations de la société civile et des, mais qui n'ont rien à voir avec les candidats à l'élection présidentielle qui ont été désignés. Et là, vous ne pouvez pas lui reprocher d'être ce candidat consensuel parce que justement, il ressort d'un certain nombre de parties prenantes qui ont été d'accord sur la personne d'Issa Chirouma. Et je peux vous dire qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Parce que s'il faut voir les candidats consensuels, vous allez constater que Paul Biya, lui, est le premier candidat consensuel parce qu'il a eu le consensus d'abord depuis 2018 avec le G20, les 20 partis politiques qui sont retrouvés au produit et qui aujourd'hui se sont élargis au G35. Mon ami N'Djamène. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. À côté de ce G35, Paul Biya a également le consensus avec des chefs traditionnels qui sont reçus au palais par le secrétaire général à la présidence de la République, les imams, les jeunes et d'autres groupes qui sont constitués. On peut dire donc à partir de là que
voilà, Paul Biya est un candidat consensuel de tous ceux qui aujourd'hui le soutiennent. Ce qui n'a rien à voir avec les candidats à l'élection présidentielle. Et j'en viens là pour dire que, avant de parler de consensus entre les candidats à l'élection présidentielle, il faut bien s'assurer que les 11 en dehors du président Paul Biya sont effectivement des candidats de l'opposition. Parce qu'à bien y regarder, il y a des candidats d'accompagnement du parti au pouvoir. Mais ils sont tous présentés comme étant des candidats de l'opposition. Ils sont tous car présentés. n'appartenant pas au parti au pouvoir. Faisons la différence. Effectivement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du parti au pouvoir qu'on est forcément de l'opposition. Si vous ne faites pas cette différence, on va continuer à se fourvoyer. Et vous allez constater que en management, il y a ce qu'on appelle les groupes et les équipes. Si on était dans une situation où les 11 candidats face à Paul Biya constituaient une équipe, il n'y aurait pas de difficulté à s'entendre parce qu'une équipe, c'est un ensemble de personnes qui sont regroupées ensemble pour atteindre le même objectif. Et pour cet objectif-là, il n'y a pas de, je vais dire quoi, de doute qui tiennent. On sait que dans l'équipe, voici celui qui va être l'attaquant, le milieu de terrain, l'ailier gauche ou droit et le défenseur ou bien le gardien. Tout le monde est d'accord et il n'y a pas de dispute là-dessus. Mais vous allez constater que tous ceux qui sont en face de Paul Biya aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas tous de l'opposition, vous allez constater qu'ils constituent plutôt un groupe de candidats. Le groupe, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez constater, par exemple, que vous pouvez voir dans un bus des gens qui sont entrés dans un bus pour un voyage. Chacun qui est entré dans le bus là a un objectif précis pour lui-même. Et sa destination. Si c'est un bus qui part de Douala en direction de l'ouest, il y a d'autres qui vont descendre en Banga, d'autres à Manjo, d'autres en Konsamba, d'autres qui veulent aller jusqu'à Bamenda et autres. Et d'autres même qui vont arriver, dire que je ne peux plus continuer ce voyage parce que je ne sais pas si je vais arriver. J'ai appelé la personne que j'allais voir, il n'est plus là, il faut que je rentre. À ce moment-là, vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont dans le bus de faire, je veux dire, quelque chose de commun pour le voyage. Non. Si on ne fait pas cette différence de manière claire, on va continuer à se fourvoyer aujourd'hui. On est en train de constater que tous ceux qui sont des candidats, les 11, sont en train de mener les populations en bateau. Ils ne sont pas dans la logique. Y compris ceux qui font partie du groupe de Fumban? Tous. Je parle bien de tous les 11. Ils sont en train de mener les gens en bateau. Parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que si on ne fait pas attention, on va avoir 11 candidats consensuels en face de Paul Biya. Parce que de même que Issa Chiroma est déjà un candidat consensuel, sans les autres candidats, pourquoi est-ce que vous allez empêcher aussi au choix d'être aussi un candidat consensuel de son côté, avec des groupes qui le soutiennent, ainsi de suite pour les autres? On aura donc des consensus, au moins 11 consensus autour de chaque candidat, et on aura 11 candidats consensuels en face de Paul Biya. C'est ce qui est en train de se dessiner là aujourd'hui. Je suis en disant que je suis d'accord avec Barrister Limane qui estime qu'ils n'ont pas le choix. Mais pour qu'ils n'aient pas le choix, il faut qu'on s'assure qu'ils sont tous là pour le même objectif. Ouais. Ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle. Je m'arrête là pour le moment. Paul Eyoum, tout à l'heure, Roland Sapi faisait la différence entre l'équipe et le groupe. Bon, le groupe de Douala a vu passer quand même beaucoup de personnalités depuis sa création. Aujourd'hui, comment vous le qualifiez? C'est un groupe? C'est toujours un groupe ou c'est une équipe? C'est toujours un groupe et il y a une équipe parce qu'il faudrait que je vous donne l'information. Il y a Maître Arissou et il y a Maître Agbo Kongombala qui ont aussi des associations, des groupes qui dirigent et nous travaillons de manière collégiale tous ensemble. Donc, Maître Barrister a dit quelque chose de vrai que je vous avais déjà même dit ici. Les candidats actuels, ceux qui sont censés l'opposition, en tout cas les 11 là, s'ils ne s'entendent pas, le peuple va prendre acte que tous ces gens n'ont pas vu le changement. Parce que l'opposition est en train de refuser le pouvoir actuellement au Cameroun. Le pouvoir est là. Il est là, sous nos yeux, nous tous on le voit. Que l'opposition peut faire basculer les choses. Mais il refuse de s'entendre. Et c'est là où justement la proposition de Maître Limane, c'est une proposition qui avait été faite au groupe de Douala, qui avait déjà été faite par plusieurs organisations de la société civile. Mais la véritable question est pourquoi ils ne le font pas. When you look at the behavior of
from these people, from those people. They look there, they work for the government because they have no reason to do what we have to do. Because everyone knows that we need change. We need, everybody knows that. But how these people, when you meet Cabral, when you meet OC, no, I can't because I have my proposition, I have my program, I have my idea, so I will go on. Okay, Bello, what do you need? I think I will be the president because I have a regional council. I have many members of parliament. I have many council. Okay, Chiroma, can you come for the gathering? No, I can't. What do we have to do? So the people have to notice that all of them work for the government because all of them will need, all of them have the behavior as they want this government go on. We don't. Donc vous estimez qu'ils ne servent pas vraiment les intérêts du peuple au vu de leur position, étant donné qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir et s'accorder. We are mad at them. We are mad at them because this is nonsense. This is nonsense when you look around our environment. So I think the people have to know that on October 11th, 2025, the day of the election, of the presidential election, everyone will go to vote to choose somebody from them. But I think at the end, we will notice that everyone has to notice all of them will not be the candidates, the serious candidates for the next presidential election. So, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que le 12 octobre, malgré tout ce qui va se passer, despite that, malgré tout ce qui va se passer, qui est coalition, s'il n'y a pas coalition, le peuple va prendre acte que tous ces gens-là ont refusé le pouvoir. Ils ont travaillé pour le pouvoir, pour le maintenir, parce que rien n'explique leur comportement. Et à la prochaine élection présidentielle, si on perd celle-ci du 12 octobre à la prochaine élection présidentielle, tous les 11 là, on ne va plus causer aucun d'entre eux comme un candidat crédible. Et j'ajoute une autre chose. Vous savez, c'est ça que dit souvent au président Sam. Le jour où le changement va arriver au Cameroun, Sambaka, Nietzsche, tout cela, on va les mettre de côté. Vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun a un problème avec son histoire. C'est depuis 1957 qu'on vit ce scénario. On a un manque de cohérence dans notre fonctionnement au Cameroun. Justement, j'allais vous relancer dans ce sens parce que vous sembliez surpris de la situation actuelle, du fait que les candidats n'arrivent pas à s'accorder. Non, c'est même ça qui est logique avec l'histoire du Cameroun, en fait, en réalité. C'est ça qui est logique. C'est plutôt, j'aurais plutôt été surpris que, cette fois-ci, ils se sont mis ensemble. Parce qu'en réalité, rien n'explique le pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble, sauf si les gens ont les agendas cachés, qui sont là pour travailler pour le gouvernement, c'est-à-dire les candidats d'accompagnement dont Roland Sapi était en train de parler. 1957, qu'est-ce qui s'est passé avec André-Marie Mbida? Après, Oumniobe et Moumié, ils ont combattu pour l'indépendance. On a pris le pouvoir de quelqu'un qui n'a jamais vu l'indépendance. Le jour où il part, ceux qui sont censés, qu'on dit que c'est eux qui peuvent diriger, on ne leur donne pas. On donne à celui qui ne lui a jamais dit qu'il voulait le pouvoir. 90, Fundi le RDPC. Les Yondo Black lancent l'opposition. Mais c'est Fundi qui lui paie l'élection à RDPC qui devient opposant. Qu'on dit à Ndamjoya, à Eboa, Samuel et à tout le reste que c'est lui qu'il faut suivre. Donc, c'est-à-dire, en 80, après, quand tu sors du gouvernement, on dit que c'est lui qu'il faut suivre. Quand Titu Sezo avait démissionné, le lendemain matin, l'opposition était derrière lui. Quand tu es là depuis, lui, on l'a éliminé. Cabral, lui, est là depuis. Mais maintenant, c'est Bello et Chiroma qui sont fraîchement le gouvernement il y a 2 mois. C'est eux qu'on dit qu'il faut suivre. Donc, finalement, on est un peuple incohérent. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des gens qui hier étaient dans le système, dans le régime, et le lendemain matin, comme ils sont blancs, ils sont neiges. Mais pourquoi parler d'incohérence chez le peuple quand le peuple ne s'est pas encore décidé? Justement parce que le peuple est dans une position ferme. Si vous changez d'avis, d'accord, mais vous changez pour suivre ce que nous on a commencé. Parce que c'est le fait de toujours commencer, d'être dans l'éternel au commencement, qui fait qu'il n'y a pas de changement. Bello et Chiroma devaient sortir du gouvernement dans le sens où ils viennent appuyer les acteurs qui étaient déjà sur place pour dire que nous avons travaillé au gouvernement 30 ans. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut le changement. Mais nous ne pouvons pas nous gargariser comme les personnes les plus crédibles. Mais nous sommes là, on vous apporte le soutien. Ça aurait été plus facile.
Mais aujourd'hui, Bello vous dit que lui, il a déjà été Premier ministre. Il ne reste qu'une marche de président. Chiroma vous dit qu'il va être président. Donc ça veut dire que Cabral aussi, ils étaient en train de perdre le temps depuis 7 ans. Même pas 7 ans, depuis bon, Cabral 7 ans aussi, lui, depuis que les Fundi perd le temps. Parce qu'à la fin, au Cameroun, tu peux être opposant 50 ans. C'est les gens qui ont travaillé avec le régime, qu'on présente comme les vrais candidats. Donc, bête à tout le monde dans le gouvernement. 7 ans après, on dit que nous sommes les opposants. En réalité, en fait, c'est ça la leçon que moi je tire de l'histoire politique du Cameroun. C'est dérangeant, mais c'est ça la vérité. Et que les gens aillent aux urnes, qu'ils aillent voter. Nous allons, que personne surtout ne conteste les résultats. Je dis bien, personne ne conteste les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui avons créé les conditions pour qu'on proclame les résultats qui seront proclamés. C'est aussi simple que ça. C'est noté, Paul Eyoub. Tout à l'heure, Arfan Mbombo de l'UDC, Roland Tsapi disait que les candidats, tous les candidats de l'opposition, y compris ceux-mêmes qui sont dans le groupe de Fumban, nous mènent en bateau. On a le groupe de Douala qui, en quelques semaines, bon, l'Union pour le changement, qui en quelques semaines, l'Union pour le changement qui en quelques semaines nous a présenté un candidat consensuel, même s'il ne fait pas l'unanimité. Mais depuis 2 mois pratiquement, le groupe de Fumban multiplie les concertations, dit qu'il est en train de travailler sur le projet consensuel avant de présenter le candidat que la majorité des Camerounais attendent. Est-ce qu'effectivement vous ne nous menez pas en bateau, ou bien vous ne menez pas les Camerounais en bateau? C'est mieux dit. Le groupe de Fumban n'est pas en train de dire avec beaucoup de pincettes. Déjà, en 2021, l'honorable Tomaino Damja et 6 leaders ont initié la réforme d'un code électoral consensuel. Et cela devait naturellement aboutir à la désignation d'un candidat consensuel à l'élection présidentielle. Vous avez vu ce code, c'est le travail de la société civile avec les 6 partis politiques. Bon, je crois que ce travail a été présenté aux Camerounais. Bon, l'idée d'un candidat consensus, c'est-à-dire, va de là. Donc, c'est à partir de là que ces leaders ont pris l'engagement, c'est-à-dire de se mettre ensemble pour désigner un candidat consensuel. Et c'est très important. Bon, maintenant, j'avais dit qu'il n'y a pas de consensus si les acteurs ne se mettent pas ensemble pour voir ce qu'ils ont de commun, c'est-à-dire en termes d'idéologie et de programme. Mais ces acteurs-là se sont mis ensemble depuis. Effectivement, c'est pourquoi le groupe de Fumban a créé un secrétariat. Et ce secrétariat est en train de travailler sur le programme pour aboutir à un programme, c'est-à-dire commun. Et je vous assure que le groupe de Fumban va présenter un candidat consensuel. Alors, je crois que ce qu'on a jugé, le groupe de Fumban a jugé utile avec son porte-parole, l'honorable Tomaino Damjeya, c'est-à-dire c'était de faire un travail de fond, ne pas aller dans la précipitation. Vous aviez dit, le grand frère Roland disait qu'il y a certains candidats qui sont là peut-être pour accompagner le pouvoir et tout et tout. Bon, chacun a ses ambitions. Il y a ceux qui n'ont pas l'ambition présidentielle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de problème entre les partis de l'opposition ou de rivalité. Mais la pression, c'est le peuple. Ce peuple qui aimerait voir, c'est-à-dire les 11 candidats se mettre ensemble. Et là, ça va faire une candidature unique. Mais là, est-ce que c'est encore possible? Non, puisque Issa Chiroma est déjà le candidat. Non, permettez-moi d'aller. Alors, c'est le souhait du peuple. Maintenant, ça ne peut pas être possible parce que même dans les grandes démocraties, il n'y a jamais eu une candidature unique de l'opposition. Même au Sénégal, là où il y a eu l'élection du président de la République, avec une coalition, vous avez vu, il y avait 13 candidats. Bon, le cas du Cameroun,
On aimerait juste voir, c'est-à-dire, certains leaders se mettre ensemble. J'avais dit que s'il y avait même 5 partis qui se mettaient ensemble, forcément, les choses allaient bouger. 5, c'est même déjà beaucoup. Oui, les choses allaient bouger. Bon, maintenant pour revenir, il y a ce que les gens doivent comprendre. Je vais revenir sur l'optique de l'UPC, de l'Union pour le changement 2025. Là, eux, ils se disent que bon, il faut impérativement un candidat qui soit, c'est-à-dire du Nord. Or, alors, il faut aussi, c'est-à-dire, il faut aussi étudier les aléas, c'est-à-dire tous les aléas. Voici, c'est-à-dire celui qu'on va présenter. Alors, est-ce que le peuple va accepter? Il y a aussi un problème d'âge. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus du président de la République. L'une des raisons, c'est qu'il est vieux. Alors, et maintenant, il y a... j'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai lisé dans les réseaux sociaux, bon, j'ai vu des tas de choses qui se disent sur le candidat consensuel. Bon, ce n'est pas important. Mais est-ce qu'il n'était pas lui-même? Est-ce que le candidat qui a été désigné par les autres n'était pas sur la shortlist du groupe de Fumban? Non, déjà? Il est sur la shortlist du groupe de Fumban. Il est sur... Je vous avais dit qu'il a assisté à une réunion à Yaoundé. Vous avez même les images, même en Fumban. Donc, il travaille avec nous. Et là, si... Mais vous ne considérez pas sa position comme une trahison, vu qu'il a pris l'engagement de travailler avec le groupe de Fumban? Non. Mais il se fait désigner par un autre groupe, celui de... Voilà, ou bien l'Union pour le changement. Non, ce n'est pas une trahison. Je ne peux pas prendre la chose, je ne peux pas, c'est-à-dire, prendre cela comme une trahison. C'est comme Mme Chantal Kambioa, qui a organisé son congrès et a décidé de soutenir la candidature de l'honorable Tomaino Damjouer. Elle n'est plus au SDF. Vous voyez? Non, elle est au FC. Elle a son propre parti. Il y a des leaders, et il y a ceux qui ont leur formation politique qui ont décidé. Bon, là maintenant, ce sont des soutiens. Ce n'est pas la coalition. Alors, si ceux-là ont décidé en disant à M. Tachiroma Bakari que... Vous allez sortir par là. Oui, que bon, on va vous présenter comme le candidat consensuel. Bon, ce n'est que normal, il accepte. Ça fait partie, ça monte ses cotes. Bon, donc, pour chuter, je pense que il est important que les Camerounais comprennent que l'opposition a l'obligation de se mettre ensemble, c'est-à-dire pour gagner cette élection. Parce que ne pas se mettre ensemble, rien ne peut, c'est-à-dire, assurer une victoire. C'est-à-dire la victoire d'un leader. Parce que déjà, vous voyez que le code électoral, c'est-à-dire, est favorable au pouvoir en place. Donc pour vous, vous estimez que c'est la coalition ou rien pour battre le candidat du RDPC? Barrister Limene, vous l'avez d'ailleurs dit lors de votre première prise de parole, il faut absolument que les candidats s'unissent pour choisir un seul candidat qui va affronter celui du RDPC, le président sortant, Paul Biya. Mais il y a une partie de l'opinion qui estime que le candidat consensuel doit venir du septentrion, de la fille aînée du renouveau. Je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle, du septentrion. Et on a deux candidats qui viennent du septentrion, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma a été désigné par un groupe. Certains estiment qu'il n'incarne pas suffisamment, il ne peut pas incarner le candidat que les Camerounais espèrent. Est-ce que le groupe de Fumban, qui ne s'est pas encore prononcé officiellement sur son candidat, peut se pencher du côté de Bello Bouba Maïgari, si effectivement il faut que la solution ou alors la libération vienne du candidat du septentrion? Regarde, moi je vous ai dit et je maintiens ce que j'ai dit auparavant. Des 11 candidats, ou ceux qui savent qu'ils sont là pour l'intérêt du Camerounais, doivent venir ensemble entre eux, passent à une mini-élection pour choisir un candidat qui va nous représenter. Donc, ça ne sert à rien de dire au préalable que ces personnes doivent sortir du Nord
ou le sud, non. Mais Barry Salimane, il est clair que ce n'est plus possible. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ont officiellement donné leur position et ne sont pas pour. Je vais vous dire, il y a des actes de décès de plusieurs partis politiques après cette élection. C'est clair. Il y a des actes de décès. En tout cas, il y a certains partis politiques après cette élection sont finis. Et il y aura, prenez-moi au sérieux, un parti politique qui va venir où le candidat n'aura jamais travaillé avec l'État, n'a jamais sali ses mains, et qui sera jeune et qui sera là pour libérer ce pays. Donc, prenez-moi au sérieux. Et je vous dis que les actes de décès de certains partis politiques sont déjà là. Et donc, certains visages que vous voyez maintenant, voici le fin de leur carrière. Soit c'est Paul Biya, soit c'est n'importe qui. Paul Biya ne peut plus être après ça. Vous comprenez? Après 2025, même s'il devient président, après 2025, ça ne sera plus là. Donc, c'est un conseil sage que je les donne. Je vous dis, parmi toutes ces personnes qui sont devant, dans votre écran devant, je ne vois personne seul qui peut aller gagner cette élection. Et s'il ne va pas choisir un candidat unique, qu'ils savent à partir d'aujourd'hui que c'est eux qui ont trahi le peuple camerounais. Il faudrait qu'on me prenne au sérieux. C'est ces gens-là qui vont trahir le peuple camerounais. Mais qu'est-ce qu'on attendait d'abord? Quand vous prenez des personnes qui créent des partis politiques parce qu'ils ont faim, parce qu'ils cherchent à avoir le travail, et finalement... Pardon? Quelle personne? Ils sont là. Quand tu vois quelqu'un qui parti A pour aller parti B, parti C, après il vient vous dire que j'ai constaté après tout que pour bien c'est meilleur. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas la famine? Pour vous, vous pensez que c'est quoi? C'est la démocratie. N'est-ce pas? Quelqu'un qui donne son pied en tire. Et le lendemain, il change la partie politique, il commence à crier que c'est ici, c'est ici. Après, il tourne, après il vous dit, regarde. Mais il est libre. Voilà, regarde. On n'amuse pas avec ce peuple. Vous comprenez? Il faut être crédible devant le peuple. Je vais vous dire, il y a certaines personnes qui veulent absolument rien quand il s'agit d'intégrité. Et c'est ces gens-là qu'on n'aime pas. Vous regardez, l'autre jour, j'ai regardé Issa Chiroma. Il est bon. Mais quand vous regardez ce que lui, il a dit, il a osé dire, il n'y a aucun problème anglophone. Et aujourd'hui, il prend 90, il tourne 80. Non. 360. Oui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, je vais vous dire que certains visages qui sont là aujourd'hui, malheureusement, voilà la fin de leur carrière. Si le président Paul Biya, après d'avoir gagné, il pense qu'il va les donner, il va appeler celui qu'on avait tiré le bal et son pied pour dire ok, va dans tel ministère, ou celui qui est venu dire qu'il ajoute sur le G20 pour G35, que prend voilà tout ce que ces gens-là veulent. Et lorsqu'il dit que il n'y a pas, il dit que parmi ces 11-là, ce n'est pas eux tous qui sont des oppositions. Oui, il y a certains partis politiques qui accompagnent. Et ceux qui accompagnent pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils ne luttent pas pour l'intérêt du peuple. Et je vais vous dire quelque chose. Dans mon travail, j'ai appris quelque chose. L'intégrité est la chose le plus sacrée pour avoir dans ta vie. Vous comprenez? Il faut avoir cette intégrité, que quand quelqu'un te regarde, il dit non, celui-ci, voilà comment il agit, il est au bon côté de l'histoire. L'histoire va nous juger, mais nous, le peuple camerounais, on détient déjà des actes de décès de certains partis politiques. Et on fait beaucoup de reproches aux candidats à l'élection présidentielle, vous en faites d'ailleurs. Paul Elioum, vous allez réagir tout à l'heure à la suite de Roland Tsapi. Revenons à ma question de tout à l'heure, Roland Tsapi. Issa Chiroma Bakary, qui veut incarner, on va dire quoi, l'espoir et la réconciliation. Est-ce qu'on
en tant qu'aujourd'hui candidat consensuel, puisque hier il était candidat à l'élection présidentielle pour le compte du FSNC, aujourd'hui candidat consensuel d'une partie de l'opposition, du moins de l'Union pour le changement, toutes ces affaires-là sont un peu compliquées. Il peut véritablement incarner cet espoir-là et arriver à réconcilier effectivement le peuple. Voilà. Je disais quoi, en tant qu'être humain, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé hier avec le gouvernement qu'on est, je veux dire quoi, qu'on n'a plus de vertu en soi. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a au sein du gouvernement actuel des personnes vertueuses, mais qui sont embrigadées, n'ont pas la possibilité de s'exprimer ni de faire autrement parce qu'ils doivent obéir à un système, ou plutôt parce qu'ils ont été compromis à un certain niveau où ils sentent qu'ils sortent de là, ils ne sont pas sûrs de survivre ou bien d'être en liberté. De même, il n'est pas sûr que tous ceux qui n'ont jamais flirté avec le gouvernement, s'ils sont aux affaires aujourd'hui, ils seront des anges. C'est des deux côtés. Maintenant, il faut à un moment donné accorder le bénéfice du doute ou bien de la bonne foi à chacun. Moi, je pense sincèrement que, de même que la Bible nous l'enseigne, pour ceux qui lisent la Bible, de même que Saul, à un moment donné, après avoir persécuté Jésus pendant longtemps, s'est retourné pour être le meilleur ou bien la personne qui a le plus propagé l'évangile de Jésus-Christ. C'est même cet argument qu'utilise aujourd'hui Jean de Dieu Momo pour justifier son retournement. Sauf que ça, c'est une mauvaise utilisation de la situation. Il n'est pas exclu que les gens arrivent aujourd'hui à la repentance. Il est possible que quelqu'un qui a travaillé avec le gouvernement pendant longtemps sente aujourd'hui qu'il a, pendant longtemps, contribué à martyriser le peuple et ait envie de se repentir. Ce n'est pas seulement valable pour les hommes politiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont sorties du gouvernement, du système, qui sont à l'extérieur et qui aujourd'hui estiment qu'ils ont participé pendant longtemps à, je vais dire quoi, à des choses qui n'étaient pas bonnes pour le peuple et qui aujourd'hui disent des vérités. Il y a commencé, par exemple, le commissaire Ebene qui intervient dans les réseaux sociaux tout le temps pour dire un certain nombre de choses qu'il a connues dans le gouvernement. Et tout. Des choses qu'il dit sont des choses vraies, mais au moment où il était dans le gouvernement, il ne pouvait pas dire. Sauf qu'à un moment donné, il a estimé qu'il ne pouvait plus continuer à cautionner ce genre de choses. Il en est de même pour les hommes politiques. Je ne suis pas en train de dire que, de manière absolue, il faut faire confiance à ceux qui quittent le gouvernement aujourd'hui, se présentent comme des anges. Mais je suis en train de dire en même temps qu'il ne faut pas, de manière, je veux dire, comme ça, les condamner, ou bien juste les condamner du fait qu'ils ont été dans le gouvernement. Donc il faut leur accorder le bénéfice du doute. Justement, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'effectivement, ils sont sincères. Peut-être qu'effectivement, ils ont compris qu'ils peuvent faire autrement. Peut-être qu'ils ont eu une certaine expérience. Ils ont appris comment le système fonctionne. Ils ont aujourd'hui les armes pour combattre ce système. Je ne suis pas en train de dire que je suis garant de ce qu'ils sont en train de dire, mais j'essaie juste de comprendre sur le plan humain. Donc, mais Paul Eyoum disait tout à l'heure, Roland Tapi, que leur position en tant qu'ancien membre du gouvernement, la position actuelle, prête quand même à confusion, que certains se seraient attendus à ce que ces anciens ministres, ces anciens membres du gouvernement viennent plutôt soutenir, accompagner les candidats à l'élection présidentielle, pas eux-mêmes se présenter pour être président de la République. Je le lui accorde. C'est une lecture de la situation. C'est une lecture qui voudrait effectivement qu'il y ait une certaine reconnaissance, ou plutôt un certain, on dirait, respect du droit d'aînesse dans un certain combat. Barista ne me démentira pas, dans leur corporation, le respect du droit d'aînesse est très important. Quand quelqu'un entre nouvellement dans le barreau, forcément, quand les aînés arrivent, il doit se taire, il doit bouger, il doit laisser que son dossier passe d'abord devant là-bas avant de commencer à dire quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui devraient peut-être être considérées si on était dans des corps de profession où il y a une certaine déontologie, une certaine éthique à respecter. Mais la politique, ce n'est pas la même chose. La politique, c'est
une histoire où chacun pense, a priori, qu'il est le meilleur. Et c'est dans cette logique-là que ceux qui sortent du gouvernement aujourd'hui sont. Ils estiment qu'ils viennent avec quelque chose de nouveau que ceux qui sont là depuis n'ont pas pu avoir ou bien n'ont pas pu réussir. Si on devait être en train de considérer qu'aujourd'hui, tout le monde qui arrive devrait respecter les aînés en politique, ça veut dire que tous les autres partis politiques devraient s'éteindre et laisser la place à l'UPC, par exemple. Si pour autant l'UPC pouvait s'organiser et être ce porteur d'espoir-là, parce que l'UPC a été martyrisé. Les leaders ont été tués, assassinés. Et tout ça là, si on devait réfléchir comme ça, le STF n'aurait pas existé. On aurait dit, mais attention, laissez, comme vous venez nouvellement, laissez l'UPC qui était là avant aller devant. Ou bien on aurait dit aujourd'hui que le MRC qui est venu et qui était, dont le leader était deuxième à l'élection présidentielle en 2018, on aurait dit, tais-toi, laisse le STF qui a mené ce combat pour la liberté depuis 1992 être devant. Mais la politique ne fonctionne pas comme ça. Donc comprenez qu'on ne peut pas de but en blanc comme ça, la condamner. Ceux qui sortent du gouvernement aujourd'hui estiment qu'ils sont le porteur d'espoir. On ne peut pas les leur connaître parce qu'en même temps, il y a quand même une vision. Les associations naissent, grandissent et meurent et à un moment donné atteignent ce qu'on peut appeler le seuil de compétence. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les partis politiques qui sont sur place ou bien leurs leaders ont atteint le seuil de compétence. Le STF d'aujourd'hui n'est plus le STF de 1992. Personne ne va le nier. Et on ne va pas nous faire croire que, bon, ok, comme le STF était en 92, il s'est battu pour la liberté. Comme il y a des gens qui sont morts au lancement du STF, il faudrait que tous les autres partis viennent s'aligner derrière lui. Peut-être ça aurait été quelque chose de bon dans le respect des aînés, mais malheureusement, la politique a d'autres logiques que les logiques elles-mêmes, forcément, ne comprennent toujours pas. Oui, Paul Eyoum. Oui, à la suite de Roland Tapin, son raisonnement, il est bon. Seulement qu'il y a des détails, soit qui lui échappent, soit peut-être, bon, parce qu'il ne la pratique pas, il ne comprend pas. Vous savez, c'est justement cette foire des partis politiques et cet ensemble de comportements qui crée l'éternelle répétition et qui crée justement les possibilités d'infiltration. Qu'est-ce qui vous dit que Bello et Chiroma ne sont pas envoyés par Biya, par exemple? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est envoyé? Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils sont envoyés? Non. Je vous pose la question. Quel est le risque le plus grand? Parce que vous savez, en management, quand vous devez prendre une décision, il y a toujours un risque. Il n'y a pas le risque 0, mais il y a le risque 1%, le risque 15%. Vous comprenez? Moi, je choisis le risque 1% au lieu du risque 15%. C'est pour vous dire quoi? Je prends le Cameroun actuellement, pour qu'il y ait un vrai changement au Cameroun, si on avait deux grands blocs, comme par exemple aux États-Unis, tu as le Parti démocrate, tu as le Parti républicain, ou en France, tu as traditionnellement la gauche et la droite, tu sais que quand le changement va se faire, c'est un changement qui est radical, ça va comme ça. Mais le fait justement d'avoir toutes ces floraisons, ces gens qui sortent, qui se découvrent subitement les sauveurs, vous ne pouvez pas me dire que vous prenez la Bible à 6h, à 9h, vous êtes pasteur, madame. Soyons quand même sérieux. Madame. Donc, quelqu'un est dans... Chiroma qui disait que Biya, quand il dort, il pense au Cameroun. Le Cameroun est beau fort. Est-ce que vous savez même suivi Chiroma il y a 6 mois encore? Mais vous ne pouvez pas me dire que le même Chiroma, subitement, il est un caméléon, il était rouge. Et vous voulez qu'on prenne ces risques? On comprenne ces risques. Et ils nous ont dit tous les deux choses. Qu'il avait fait à discuter avec Biya, à voir Biya. Maintenant, si Paul lui a les appels, il le voit. Nous, on fait comment? Nous qui les avons suivis, on fait comment? Non, il faut quand même, il faut quand même que le Mais il rassure. Il rassure qui? Tous rassurent. Ces deux anciens ministres rassurent. Il rassure qui? Que leur démission n'est en aucun cas liée au fait exclusivement qu'ils ne voient pas le président de la République. C'est un ensemble de choses. Je n'ai aucun problème. Je me pose juste des questions et c'est naturel. Et maintenant donc, quand je regarde la liste des 12, les dernières élections présidentielles, on n'a eu que 3 candidats qui ont dépassé les 5%. La caution est de 30 millions. Ça veut donc dire que quand vous prenez là, les Ateki, les Bouga, Arbe, les Matomba, tout ça là, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un don de 30 millions au trésor techniquement. Mais c'est leur argent. Mais moi j'ai même les problèmes d'argent, je vais aller les voir, puisqu'ils sont aussi généreux pour donner 30 millions au trésor. Mais c'est ça. Mais pour les Youm, de toutes les façons, ils sont candidats. Vous l'avez dit ici, votre vœu, votre souhait, c'est qu'ils s'unissent.
pour une candidature unique. S'ils le font, ils perdront toujours les 30 millions de francs CFA. Quand vous désistez, le Trésor vous remet d'ailleurs la preuve. Les bulletins de vote ont déjà été imprimés. Les bulletins, mais justement, il y a des conditions. Tout ça, oui, exactement. J'ai oublié que ça a été fait il y a une semaine. Justement, c'est justement ça, tous ces détails-là qui amènent à comprendre que peut-être c'est un peu qui ont payé les cautions. Certains d'entre eux, c'est pour ça qu'ils peuvent s'amuser avec 30 millions. Comment ça? Non, mais attendez un peu. Mais Mayo, nous sommes en politique. Je suis très sûr dans ce que nous sommes en politique. Si ces gens, si la plupart avaient payé vraiment les 30 millions, en sachant eux-mêmes, Barista n'a même pas les 4%, ils étaient gentils, on a habitué au 0,1%, les 0,4%, en sachant qu'ils vont perdre 30 millions, sans compter l'argent qu'ils vont dépenser pour la campagne et tout. Ils auraient pu mettre ça pour être candidat et ensuite négocier dans le cadre d'une concertation un poste dans le gouvernement. Et tu dis que je retire, je garde mes 30 millions et au cas où on passe, je suis dans le gouvernement. Mais vous voyez qu'ils vont jusqu'au bout tous. Ça veut donc dire que beaucoup là, les 30 millions là, ça ne sort pas de leur poche. Mais il est aussi possible qu'ils aient vu, qu'ils aient anticipé et qu'ils aient compris que les jeux de tous ces groupes qui se forment et tout le reste, où les initiatives n'allaient aboutir à rien. Donc, autant mieux cheminer seul. C'est une possibilité. Mais vous savez, la situation actuelle joue en faveur d'un seul candidat et tout le monde le sait. C'est le candidat du RDPC. Parce que les gens qui sont pour Biya sont mobilisés à fond. Vous avez d'ailleurs vu les listes dans le journal L'Action. Vous avez vu que même les gens qu'on s'entendait pas, on n'imaginait pas. On a vu le nom dans les commissions du RDPC pour vous dire que même si tu n'es pas avec nous, tu seras sûrement avec nous, tu vas aller battre campagne pour nous. Donc ça veut dire que ceux qui soutiennent RDPC seront mobilisés. Entre temps, nous on sera dans la dispersion entre les soutiens de Cabal, les soutiens de Bello, les soutiens de Chiroma, les soutiens de aussi. Or, s'il y avait une concertation de cet ensemble de personnes, qui va battre l'UDC dans l'opposition? Personne. Qui va battre dans la Damara l'UNDP? Personne. Qui va aller dans l'Union et battre le PCN dans l'opposition? Personne. Donc vous voyez que s'ils s'étaient mis ensemble, chacun aurait une zone de contrôle où il serait en train de on aurait contrôlé plus les voix de manière plus facile. On aurait eu les 30 000 représentants dans les bureaux levés et tout. Mais vous le voyez, tous ils vont jusqu'au bout. C'est comme si en fait, nous sommes dans une espèce de théâtre qui a été planifié. On est là, on prend le peuple en otage. Mais moi, je leur dis, et je l'ai même dit d'ailleurs à mon mentor Sambaka et à ses amis, les Cannes et tous, et je le dis ici la première fois publiquement, après l'élection du 12 octobre, tous les gens depuis 90, c'est-à-dire depuis leurs mentors qui sont décédés, les Ndamjoya, les Frundi, et tous leurs enfants, les Sambaka, les Nissé Kane, les Bello, tous là, après le 12 octobre, qui ne parlent plus jamais de l'élection présidentielle au Cameroun. S'ils veulent qu'ils aillent compétir pour les mairies, les législatives, ceux qui vont les voter, mais nous, on ne veut plus. Parce que depuis 30 ans, ces gens nous empêchent d'avoir le changement dans ces pays. Moi, je suis né, j'ai trouvé Biya président. On a les enfants aujourd'hui, Biya est toujours président. S'ils ont été incapables, leur génération, tout ce temps, de nous apporter le changement, parce que c'est toujours ce jeu-ci qui se passe. C'est la même chose depuis 1990. Et Cabral Libi, si moi j'étais un de ses conseillers, je lui aurais dit, Cabral Libi, pour sauver ta face, dis que tu soutiens quelqu'un. Dis que tu soutiens quelqu'un parce que en 2032 ou avant, s'il y a l'élection, ça va te rattraper. Dis que tu soutiens quelqu'un ou les Matomba. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Et oui, vous allez sortir par là. Oui. Cabral, pour moi, c'est le candidat, quand on regarde, le plus conscient, le plus cohérent. Parce que son programme, il est resté là dans la scène et tout. Certains peuvent le traiter de pion et tout. Mais vous savez, en politique, même un pion, on peut le mettre face à ses responsabilités. Parce que lorsque quelqu'un est dans une situation où on le tient, où on sait qu'on a gagné l'élection, on a les preuves. Lui-même, il sait que s'il tente de dire quelque chose, sa tête saute. Et c'est pour ça que Bello a d'ailleurs dit que c'est sa base qui lui a mis la pression. C'est pour ça qu'il est sorti du gouvernement. Donc c'est pour vous dire que les gens soient pions, qu'ils ne soient pas pions. Mais si on était resté dans une certaine logique, une certaine cohérence, on aurait mis tous ces gens face à leurs responsabilités. Donc tout cela après le 12 octobre. Comme il a dit, l'acte de décès là, moi-même je vais signer ça pour eux. Merci Paul Eyoum. Afanou Bombo, aujourd'hui on a le candidat consensuel de l'Union pour le changement. On attend le candidat consensuel désigné par le groupe de Fumban. D'ailleurs, l'Union pour le changement a dit qu'elle restait ouverte et qu'elle attendait des initiatives ou alors que des candidats à l'élection présidentielle viennent vers elle pour une éventuelle nouvelle candidature consensuelle. Donc celle de Issa Chiroma Bakary
peut ne pas être la candidature définitive. Mais est-ce que vous gardez quand même espoir qu'on ait le candidat unique? Parce que quand on parle de candidat consensuel aujourd'hui, dans ce contexte avec la désignation de Issa Chiroma Bakary, on ne peut plus parler du candidat, mais des candidats consensuels. Est-ce que vous gardez espoir qu'avant le 12 octobre, on ait le candidat unique de l'opposition? Nous sommes à 29 jours, 27. Je ne pense pas quand même candidature unique de l'opposition. Il y aura un candidat qui sera présenté par l'opposition, ceux qui vont accepter de répondre aux aspirations du peuple. Le grand frère Assidi. Et c'est ce qui va se passer. La personne, c'est-à-dire le leader qui va refuser de se mettre ensemble avec les autres, va impérativement assassiner sa formation politique. N'oubliez pas qu'il y a les élections locales et législatives en 2020. 2026. En 2026. Et c'est là où c'est le virage. Les Camerounais, c'est-à-dire attendent les leaders, ces leaders, aux élections législatives et municipales. Parce que ça, c'est un tournant décisif. Et là, il va falloir que les gens comprennent, que ces leaders comprennent l'importance de se mettre ensemble. Donc déjà au niveau du groupe de Fumban, l'honorable Tomaïnon Damjoya a entamé des consultations. A mandaté, pour soutenir quelqu'un? Oui, a mandaté l'honorable Koupit. C'est-à-dire Koupit Adamou pour dialoguer avec, c'est-à-dire tous les candidats, tous les 10 autres candidats et ceux qui ont été recalés. Ceci pour fortifier, c'est-à-dire le groupe de Fumban. Parce que déjà, même à RFI... Est-ce que ça n'avait pas déjà été fait bien avant? Non, ça a été fait. Mais il y avait combien de leaders? Je crois qu'on avait 7 leaders. Et il y a les autres leaders qui n'ont pas pris part, c'est-à-dire aux travaux. Donc, il y a ceux qui ont salué l'initiative, mais qui ne sont jamais venus à une réunion. Donc, au-delà, il fallait quand même qu'on aille auprès d'eux pour savoir réellement ce qui se passe, ce que ces leaders pensent. Et aussi voir certains figures. Vous avez vu l'honorable Tomaïnon Damjoya a eu à croiser l'archevêque de Douala, toujours dans le but de parler du candidat consensuel. Donc, je puisse dire que c'est vrai que les gens sont impatients. Les Camerounais aimeraient déjà voir un candidat consensuel. Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'être impatients? Oui. Est-ce que vous, le groupe de Fumban, vous rassurez? Oui, bon, ils ont raison, mais le véritable problème, c'est qu'il faut au préalable qu'on mette, c'est-à-dire sur la place publique, le programme commun qui a été fait. Pourquoi justement, au-delà du programme commun, oui. Arfan Mbombo, quelles sont les exigences envers le candidat consensuel? Vous l'avez déjà dit, et des représentants de l'UDC l'ont réitéré sur ce plateau par le passé, la difficulté, c'est de taire les égos des uns et des autres. Mais qu'est-ce que vous attendez du candidat consensuel? Vous recherchez qui? Au-delà de l'homme politique qui va incarner et porter le programme commun qui sera élaboré. Quelles sont vos exigences? Pour le cas de l'Union pour le changement, par exemple, lorsqu'Anissé Ekane s'exprimait samedi, il a dit qu'ils ont choisi Issa Chiroma Bakary parce qu'il a accepté le mandat unique, un mandat unique présidentiel. Il a accepté de conduire un audit complet de l'État et d'organiser des assises nationales en vue de la résolution de certaines crises, et entre autres. Mais il va de même avec le groupe de Fumban. Ce sont les mêmes exigences? Oui, il va de même avec Donc le groupe il est possible que le groupe de Fumban se greffe à l'Union pour le changement 2025? Non, pas que se greffe à l'Union. Quand on se met ensemble, c'est pour définir un certain nombre de critères. Et dit que voilà ce qu'on compte faire. Donc, c'est en principe c'est une période transitoire.
Donc je pense que il faudrait quand même attendre. Et ce qui est sûr, il y aura un candidat consensuel que le groupe de Fumban va présenter. Donc, les gens aimeraient aussi voir comme c'est connu de l'autre côté. Mais nous estimons que c'est quelque part une stratégie, hein, parce qu'en politique, c'est une question de stratégie. Vous avez vu en 2004, quand on a présenté le candidat de la coalition, le docteur Alamou Damjia, les Foudi qui étaient dans la coalition, voilà. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Vous ne voyez pas aussi ce que le pouvoir peut faire. Non, donc, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir, le RDPC n'est pas en train de se faire. Non. Moi, il faut être sérieux. Non. Moi, je suis en train j'estime que ce qui est important, c'est qu'au sorti de là, que les candidats sérieux, ceux qui sont de la vraie opposition, se mettent ensemble et choisissent quelqu'un. Voilà pourquoi moi j'avais dit que pour changer, on ne devait pas commencer à dire que non, c'est tel parce que. C'est-à-dire, on met quelqu'un qu'on estime qu'il a le profil idéal. Et quel profil donc? Vous dites? Quel profil? Ah, bon. Il faut avoir été dans le gouvernement pour maîtriser son fonctionnement. Il faut avoir un passé politique vierge. Il faut venir de la société civile. Non, j'estime. Il faut avoir déjà participé à une élection présidentielle. Non, j'estime qu'il faut quand même faire confiance à quelqu'un qui a déjà été, conseiller municipal, maire, député. Ça réduit la liste. Non, c'est mon avis à moi. C'est quelqu'un qui a quand même l'expérience dans la gestion de l'État. Donc, je ne suis pas en train de... Ça réduit encore la liste. Non, voilà ce que... En faveur de quelqu'un. Non, vous n'allez pas... Non, quand vous dites en faveur de quelqu'un... du candidat du groupe de Fumban que vous désignez. Oui, quand vous dites en faveur de quelqu'un, je vais vous dire que l'honorable Tomaïnou Damjia incarne ce profil. Alors... Bon. C'est pour ça... Non, je peux vous dire. Mais maintenant, comme il n'est pas question, forcément, de toujours regarder sa formation politique, nous sommes en train de développer des idées communes. Nous estimons que, voilà, c'est-à-dire il faut être au-dessus, c'est-à-dire de sa formation politique, il faut qu'on ressorte quelque chose, c'est-à-dire de manière consensuelle. C'est noté. Barista Limène, choisir un candidat seulement pour choisir ou il faut forcément des critères? Lesquels? J'ai énuméré quelques-uns là tout à l'heure. Je vais vous dire, il y a un homme de Dieu, j'ai vu qui a dit que même si c'est le diable qui va venir, il faut un changement. Qui a vu ça? L'évêque de Yagua. Oui. Maintenant, ce n'est pas le moment des critères. Maintenant, c'est quelqu'un qui doit venir d'abord assurer une transition. Mais ça peut donc être Issa Chiroma Bakary. Oui, regarde, j'ai commencé à vous, je vous ai dit qu'il faut que 11 candidats, ou ceux qui sont dans la vraie opposition, viennent ensemble et faire les choix. Il fait un mini-vote. Et maintenant, ce qui me dérange, je comprends pas les Fumban, quoi, Fumban. Qui pilote ça? Madame Dam. Moi, je crois que si... C'est une belle initiative, je le pense. Mais je crois que si elle est sincère, elle devait commencer en disant que moi, je ne suis pas candidat. Obviously. Oui, d'office. Moi, je ne suis pas candidat. Je suis ouvert à aider pour qu'on trouve un candidat. Il faut commencer par là. Tout à fait. Mais quand vous êtes aussi candidat, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas vouloir choisir quelque chose. Mais Barista Limène, les autres ne sont pas candidats. Anissé Kane, ainsi de suite. Mais on leur a fait le procès. Je vous ai dit que depuis que cette affaire élection a commencé, je donne beaucoup de chapeaux, de respect à Ekane. Il a posé des actes vraiment qu'on apprécie. Ça, c'est la vérité. Mais vous ne pouvez pas être candidat et vous dites que vous êtes en train d'organiser pour choisir un candidat consensuel. Mais est-ce qu'un candidat n'est pas mieux placé pour réunir, rassembler ses adversaires? Regarde, comme je vous ai dit qu'on ne passe pas des câbles avant de chercher là où le courant va sortir, je crois que la chose le plus simple,
c'est que des vrais partis, des vraies oppositions, partis politiques dans l'opposition, se retrouvent entre eux. C'est très simple. Tellement simple. Celui-ci dit que, ok, moi je préfère que quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas. Oui, donc, comme ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas. Nous, on est dit aujourd'hui que nous avons l'acte de décès. C'est simple. Après cette élection, que la plupart de ces personnes rentrent au village. Et vous savez, c'est dommage, il y a certains candidats que je regarde, comme le jeune, le plus jeune. Hiram. Tu vois le nom? Hiram Samuel ou bien Adeki Caxton? Et il dit Hiram. Moi, si j'étais son conseil, j'aurais dit de ne pas entrer maintenant. D'attendre 2025, ils viennent. Vous comprenez? Parce qu'ils viennent de se mêler d'une action qui va prendre aussi des coups de poing pour rien. Donc, peut-être c'est à lui-même d'abord de commencer à montrer qu'un jeune peut être l'instigateur de cette coalition. Mais je vous dis, et je répète, nous, le peuple camerounais, nous avons pris le temps, on vous a observé pendant des années, et on vous dit, si vous faites encore cette erreur, l'acte de décès de votre parti politique est entre nos mains. Merci. Roland Tapi, est-ce que dans le passé politique du Cameroun, il y a des initiatives en vue de la désignation d'un candidat consensuel qui ont marché définitivement sans qu'il n'y ait de retournement de veste à la dernière minute? Ou alors, le Cameroun et son peuple sont victimes de leur propre histoire? En réalité, il faut dire non. Parce que depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1991, plus exactement, les premières élections pluralistes au Cameroun ont eu lieu en 1992. D'abord avec les locales, ensuite avec la présidentielle. Pour les locales, chaque parti se battait, ça c'est normal. Mais pour la présidentielle, effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vouloir se mettre ensemble autour d'une coalition. Il faut dire que on avait quand même réussi à ce moment-là à avoir une union pour le changement qui était assez solide. Mais il faut reconnaître également que beaucoup de partis qui étaient parties prenantes au départ pour l'union pour le changement se sont désolidarisés après. L'UDC, l'UNDP. Et pourquoi? Et tout simplement parce qu'effectivement, les égos, à la fin, ont eu le dessus sur l'intérêt collectif de la nation. Passe 92. En 97, on revient dans le même scénario. Pire, John Frudy, paix à son âme, qui était considéré précédemment comme le leader de l'opposition, boycotte l'élection présidentielle. En fait, il s'est illustré dans l'histoire politique de ce pays comme quelqu'un qui, à un moment donné, voulait jouer un jeu qu'on ne comprenait pas. En 92, alors qu'il avait le vent en poupe, il a dit non, il ne part pas aux élections locales. En 97, il n'est pas parti à l'élection présidentielle. En 2004, on a également formé une certaine coalition et au moment de... Et c'est justement à ce moment-là qu'on a parlé des critères, la première fois. Des critères que devrait réunir un candidat j'ai déjà expliqué ça ici, un candidat de la coalition. Le premier critère était d'être bilingue. Le deuxième, c'était d'être un intellectuel et tout. Deux premiers critères qui éliminaient de facto John Frudy, qui malheureusement, depuis, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà entendu, paix à son âme, une fois de plus, depuis qu'il est homme politique, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà entendu prononcer publiquement un mot en français, mais ça, c'était un problème pour lui à cette époque. Donc, il a estimé en 2004 que les critères édictés étaient faits expressément pour le mettre de côté. Conséquence, il s'est retiré de cette coalition en nous donnant l'expression selon laquelle l'avion n'entre pas dans le taxi, c'est-à-dire qu'il avait un parti politique suffisamment assis, il n'était pas question qu'il le mette de côté pour suivre Adamou Damdjia, qui avait été le candidat qui remplissait les critères qui avaient été décidés. Conséquence, on est allé à l'élection dans cet embrouille-là et il faut le dire, chaque fois, ça a été un flop. Tous ces processus-là ont, dans la durée, permis au RDPC
de se conforter, de conforter sa position. Parce que quand vous regardez l'histoire, en 92, le RDPC, le président Paul Biya gagne avec 33%, quelque chose de ce genre. 36%. Frundi à 33%. Mais en 97, la deuxième fois qu'il y a élection pluraliste présidentielle, Paul Biya a repris du poil de la bête et est remonté autour de... Il est allé au-delà de 80%. Il a réédité l'espoir en 2004. En 2011 également. Et c'est en 2018 qu'il a baissé à 74%, mais il était resté depuis lors au-delà de 80% en montant. Vous comprenez très bien que jusqu'ici, depuis 1992, aucune coalition n'a jamais réussi à rien faire. Et c'est là où je rejoins mon voisin de droite qui disait que tous ceux qui sont là aujourd'hui comme acteurs politiques n'ont contribué jusqu'ici qu'à renforcer le pouvoir du RDPC, là où ils sont, et qu'ils devraient peut-être dégager, en réalité. Aucune initiative dans ce sens n'a réussi jusqu'ici. Mais il faut quand même préciser une chose, que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'opposition au Cameroun n'a pas voulu réellement que les choses changent. Parce qu'au lieu de passer le temps à chercher un candidat consensuel qu'ils n'auront jamais, ils se seraient battus pour qu'il y ait une amélioration des textes qui régissent les élections et que le problème aurait été réglé. Si on avait un code électoral qui prévoit par exemple une élection à 2 tours, avec un bulletin unique, on ne serait pas en train de se battre pour avoir un candidat consensuel parce que l'élection... Ils vont passer d'abord par où? C'est d'ailleurs la requête de Patricia Tomaino, Hilaire Zipan et tout le reste qui ont travaillé dans ce sens. Oui, mais ils ont travaillé dans ce sens, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ils ont d'ailleurs déposé un exemplaire du code électoral refait, ils n'ont pas la majorité revu, mais le chef de l'État a dit ne l'avoir pas reçu. Je continue pour dire ceci. Ce n'est pas forcément à l'Assemblée nationale qu'on peut infléchir la courbe des choses. Parce qu'aujourd'hui, l'une des reproches qui sont faites, qui est faite à Damoun Damdjoua, par exemple, c'est que lui, il a dit depuis 1992 qu'il ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Il veut être à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour combattre parce que c'est là où on peut amener le changement. On a très bien vu que de 1992 jusqu'à aujourd'hui, l'UDC a été constant à l'Assemblée nationale, mais n'a jamais réussi à faire bouger une seule ligne de n'importe quelle loi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est que si depuis le début, les partis politiques s'étaient fixés un objectif précis, et de manière constante, on dit ensemble qu'on ne part pas à une élection si le code électoral n'est pas modifié, réduit, jusqu'à ce qu'on ait une visibilité claire. Je suis sûr qu'à ce jour, on ne serait plus en train de se battre pour cette histoire de candidat consensuel parce que les textes auraient réglé cela. Mais on laisse là où le problème est, on est en train de s'agiter là pour dire qu'on va chercher un candidat consensuel. Quand on le trouvera, je vous ai dit dès l'entame. Et on attend la consigne de vote d'un non-candidat. Des non-candidats. Je vous ai dit à l'entame qu'à cette allure-ci, on va avoir, à la fin de la journée, 11 candidats consensuels, chacun ayant obtenu ses consensus là où il est, et on va se retrouver ensemble pour conforter le régime là où il est. Et ce sera vraiment quelque chose de risqué. Parce que, il faut le dire, aucun de ces candidats n'est sincère avec soi-même. Quand vous initiez, quand j'initie, par exemple, une initiative en disant, OK, on est en train de vouloir aller à tel endroit et voici la voiture, il faut quelqu'un qui conduise, pour qu'il conduise la voiture-là. Si je prends l'initiative de dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une personne parmi nous qui conduise la voiture, cela veut dire, a priori, que je suis disposé moi-même à me retirer pour qu'il y ait une autre personne qui vienne conduire, comme expliquait Maître tout à l'heure. Merci, Roland. Mais chacun veut qu'il y ait consensus, mais autour de lui. Oui. Comment est-ce qu'on va avancer avec ça? Ok, ce n'est pas que chacun veut un consensus autour de lui. Oui. Vous faites bien de dire qu'il fallait que l'opposition, au regard du code électoral, qui n'est pas équitable, il faut impérativement boycotter les élections. Mais je vais vous dire que ça fera bonne affaire pour le régime en place.
Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand on met de côté les figures historiques de la vie politique ivoirienne, alors c'est pourquoi ça donne quoi? C'est parce qu'on estime que si cela vient dans la compétition, le parti au pouvoir sera évincé. Donc, je reviens pour dire ceci. Alors, quand l'honorable Tomaino Ndamgéa a initié en 2021 avec les Maurice Kamto, les Hilaire Zipan et d'autres leaders avec la société civile, c'est-à-dire ce travail de révision du code électoral consensuel et participatif pour que cela donne plus de visibilité et plus de crédit à l'élection du président de la République. Ceux qui sont aujourd'hui même en train de dire qu'ils sont là pour, n'est-ce pas, fédérer les forces pour chercher un candidat de la coalition, ils étaient où? Ils étaient où? Parce qu'il faut qu'on comprenne que, alors, quand le règle du jeu est biaisée, c'est-à-dire, ça ne garantit pas. C'est-à-dire, ça ne garantit pas une victoire. Mais lorsque les règles du jeu sont biaisées, il faut changer de stratégie. C'est ce que dit Roland Tapi. Effectivement, la stratégie qu'on a changée, je vous ai dit que l'idée de la coalition, c'est à partir du moment où ces leaders se sont mis ensemble pour travailler. Parce qu'il était question qu'après avoir révisé ce code, si ça passe, ils vont se mettre ensemble maintenant pour désigner un candidat consensuel. Mais on parle de coalition depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça a changé jusqu'ici? Qu'est-ce que ça a apporté? Ok. Ça n'a pas, vous estimez que ça n'a pas changé? Donc pour le moment, on n'a pas les résultats de l'initiative du groupe de Fumban, oui. D'où la question. Non, vous n'aviez pas le résultat du groupe de Fumban, vous auriez le résultat du groupe de Fumban qui sera favorable. Parce que moi, je vous ai dit... À quel moment? Hein? À quel moment? Au moment opportun. C'est-à-dire non, au moment opportun. Nous, on ne veut pas... C'est-à-dire, on ne veut pas faire deux fois. On veut faire un travail rationnel, un travail propre. Pour présenter aux Camerounais et présenter un candidat consensuel. Donc, je vous ai dit, l'expérience, on s'appuyait sur les élections de 2004, ce qui s'est passé en 2004. Donc, maintenant, je reviens à dire ceci, que quand le maître disait que l'honorable Tomaino Ndamgéa devait d'abord commencer par dire qu'elle n'est pas candidat, mais je vous assure que c'est de part, c'est-à-dire son travail remarquable, qu'elle est désignée comme porte-parole pour la dynamique qui travaille pour la révision du code électoral, puis encore cette initiative, parce que ce sont les hommes de médias qui ont baptisé le groupe de Fumban. Hein? Effectivement. Donc, ce n'est pas que quand on parle du groupe de Fumban, ça voudrait dire que l'honorable a voulu chercher un consensus autour d'elle. Mais ce qu'il dit, c'est qu'elle aurait pu retirer sa candidature. Elle aurait dû. Non. Attention. Après la validation par le Conseil constitutionnel. Non, voilà ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit dans les antennes de la RFI. Que le candidat qui aura recueilli plus du consensus, l'UDC va soutenir ce candidat. Ça voudrait dire qu'à tout moment, elle est prête, c'est-à-dire à rejoindre le candidat qu'on va désigner. Il faut que ça soit clair. En sachant qu'il n'y aura pas. Non, ne dites pas que... Comment vous dites ça revient à la même chose. Vous dites qu'il n'y aura pas. C'est clair. Cette affaire est trop simple. Pourquoi on complique? C'est quand même l'élection du président de la République. Non, ce n'est pas l'élection du président d'une association. C'est l'élection du président de la République. Mon frère, si on veut faire quelque chose, faisons ça bien. Dis que je ne suis pas candidat. Je me sacrifie pour réunir des gens pour trouver un candidat. Beaucoup de personnes vont venir vers toi. Tout à fait. Et je donne ça aussi comme un challenge. Que d'ici demain, on peut se lever le matin et il y a un candidat qui dit « Ok, je ne suis pas partante, je suis avec celui qui va... » Je soutiens quelqu'un d'autre. Oui, j'ai très bien dit que c'est parce que vous estimez qu'on appelle le groupe qu'on a dénommé le groupe de Fumban, qui prouve que, c'est-à-dire d'une manière absolue, c'est elle qui a initié pour peut-être chercher le consensus autour d'elle. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, je dis ceci. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a eu un débat. Les leaders savent à quel niveau
le travail a été fait. Et ce travail continue. Donc, je suis en train de dire ceci. Alors, c'est l'élection du président de la République. Et quand c'est l'élection du président de la République, le choix se fait à base des critères. Ce n'est que normal. Mais on ne peut pas se lever. Regardez, quand on a commencé à désigner même Issa Chiroma Bakary, qu'est-ce qui s'est passé? Et même quand, lors du congrès du professeur Maurice Kamto, quand l'honorable Nietzsche disait que Kamto était le candidat de l'APC, qu'il faudrait que les candidats viennent s'aligner derrière Kamto, c'est où a commencé la frustration, c'est où a commencé les problèmes. Donc maintenant, c'est vrai. Donc vous prenez votre temps par peur de représailles, c'est ça? Non, pas que par peur de représailles. C'est que nous sommes à quelques semaines des élections. La campagne commence le 27. Donc, les Camerounais doivent encore attendre. Les Camerounais doivent encore attendre. C'est ce qu'on doit retenir. Mais tous les leaders sont dans la pré-campagne, non? Mais tous les leaders sont sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. C'est noté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Paul Eyoum, Hollande Sapie est revenu tout à l'heure sur les propos de Nidjon Fundi, qui estimait que le SDF, l'avion, ne peut pas monter dans le taxi. Est-ce que cette phrase nous poursuit jusqu'aujourd'hui? Ça nous poursuit, bien sûr, ça nous poursuit, puisque c'est la même attitude que son filleul et aujourd'hui président du national du SDF a eu en 2018. C'est la même attitude que Bello a aujourd'hui. Donc c'est la même attitude que Kamto. Il y a eu ce duel entre Kamto et Cabral, où les partisans de Cabral disaient que Kamto lui n'est pas dans les institutions. Cabral a les députés, il a les maires. Et ceux de Kamto disaient que lui est sorti deuxième à l'élection présidentielle. Maintenant, cette fois-ci au moins, Kamto lui il est dédouané parce qu'il n'est plus là. S'il était là, on a dit que c'est lui qui bloque. Moi, tout le monde sait que moi, je ne suis pas pour lui. Je suis même contre lui, ses idées et tout. Mais je dis, s'il était là, on allait dire que c'est lui qui bloque. Maintenant, il n'est pas là. Que font donc les 11 autres? C'est là où vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a, comme Roland a dit, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la scène politique. Ces gens ne sont pas vrais. Ils ne sont pas sérieux envers eux-mêmes et le pire envers le peuple. C'est pourquoi le peuple doit tous les dégager. Et il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, qui est très important. Mais ça, c'est les dégager après l'élection, non? Mais, je dis après l'élection, s'ils échouent, même comme on sait que le SILA y a 99,99% de probabilité, s'ils échouent, tout cela, on va les envoyer à la retraite politique. Ouais. Maintenant, je voulais dire, il fallait qu'on mette quelque chose. Vous savez, le Cameroun est quand même extraordinaire. On a un régime qui est là, le RDPC est là depuis 66, ça fait combien? Depuis 59 ans. Le RDPC n'est pas dans 85, que les gens, le RDPC, le banditisme qu'ils font là. Le RDPC depuis 1966. Non. Vous retirez. C'est le mot? Oui. Non, qu'ils arrêtent l'enfumage. Non, qu'ils arrêtent l'enfumage qu'ils font. Parce que dire que le RDPC existe depuis 85, c'est un mensonge de l'histoire. Le RDPC existe depuis 1966. C'est UNC, article 1er des statuts du RDPC. L'UNC devient RDPC. Donc vous allez me dire que vous construisez une maison parce que vous changez la peinture, les terreaux, vous mettez le verre, c'est une nouvelle maison. Non, c'est la même maison. Le RDPC est la continuité du parti unique. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? Voilà un parti qui dirige au Cameroun depuis 1966. Et on veut le retirer. C'est comme un baobab, vous voulez terrasser un baobab. Mais vous cherchez à couper les branches au lieu de retirer, de commencer les racines. Il faut commencer au niveau des communes, des législatives et des municipales. Les maires et les députés sont à la portée des Camerounais à la base. Si on avait commencé ce travail depuis 15 ans, 20 ans, on aurait déjà eu masse critique qui allait renverser le régime. Mais vous voyez, les gens prennent la machette, ils vont couper les branches, ils disent qu'ils veulent retirer le baobab. Ce n'est pas possible, commencer à la racine. Et d'ailleurs, en 92, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 92 députés de l'opposition, issus de l'opposition. Le RDPC en avait 88. Il aurait juste fallu que l'opposition ait, excusez-moi l'expression, l'intelligence de confier la présidence de l'Assemblée nationale à Dakole Daïsala, qui n'avait que 4 députés. En sachant qu'avec 4 députés, il ne peut avoir la majorité, rien faire. Donc c'est les autres, l'UPC qui en avait, l'UNDP qui en avait 68, l'UPC en avait, je crois, 18, etc. C'est eux qui devaient conduire l'Assemblée nationale, imposer un premier ministre qui devait être issu et jouer maintenant sur la montre pour faire partie Paul Biya.
Mais ils ont choisi de mettre Dakole Daïsala en minorité. Lui aussi, il a besoin de survivre politiquement. L'opposition, Bello a voulu être dur. On allait voir Dakole, il a dit que mais ces gens-ci disent que c'est un petit poussé. Moi, il ne peut pas être un petit poussé. On lui a dit que mon frère, viens, assieds-toi ici, voilà ta part. Tu es avec nous, il a envoyé ses 4 voix là-bas. Et le LDP s'est passé à 4 voix. C'est la politique. C'est pour ça que dans la politique, c'est ceux qui ont le plus de poids qui doivent rassurer les autres. C'est eux qui doivent aller vers les autres. Ce n'est pas dire qu'on attend. La preuve, si Fundji avait choisi d'être plus ouvert, n'avait pas utilisé cette expression que vous avez relevée aujourd'hui, forcément, ça aurait eu un impact plus positif. Et je suis même convaincu d'une chose, c'est même le choix de Fundji en 92 qui nous met dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Non, je vous dis. Évidemment, ça reste. Si on avait choisi. Votre avis. Lui, c'est mon opinion. Merci. Si on avait choisi Samuel Eboa ou Adamou Damdjoa, qui était dans l'opposition depuis, dans la continuité, peut-être on n'aurait pas eu ce fameux retrait à la Cour suprême pour ce contentieux. Merci Paul Eyoum. Barista Limène, aujourd'hui, ce qui freine les activités des groupes en vue de la désignation du candidat consensuel, c'est l'ego. Est-ce que c'est l'ego qu'il faudra vaincre avant d'espérer vaincre le RDPC et son candidat le 12 octobre? Oui, c'est l'ego. Tout le monde pense qu'il peut et il veut être président de la République. Alors qu'au fond, ils savent, comme on dit, qu'en allant seul, il ne peut pas gagner. C'est une question d'ego. Et donc, je les supplie, beaucoup pour qu'ils pensent aux nombreux Camerounais qui veulent ces changements-là, de faire laisser cet ego et choisir un candidat que nous, on peut aller voter ce candidat. Et dans le cas contraire, que dès que on prononce le résultat d'élection, que chacun d'eux prend son petit sac et il rentre là où il rentre dans son village. Parce que la politique, là, c'est fini pour lui. Rentrer au village avant le président de la République. Oui, il rentre au village. Merci Barista Limène, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Roland Tapi, Paul Eyoum, Afanou Bombo, Barista Limène. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.